En vérité, David, pour que le public puisse mieux te connaître, tu as écrit un livre qui s'appelle Police nationale, 87 713, je l'ai bien dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre? Quelles expériences as-tu eues dans la police? National. Eh bien, l'histoire d'écrire ce livre a été comme une catharsis. Comme j'ai été mis à la retraite anticipée de la police nationale, en gros, ils m'ont écarté. Et donc, j'ai voulu mettre noir sur blanc mon expérience professionnelle après 20 ans de service dans la police nationale. Évidemment, ça avec ses louanges et ses critiques, avec ses avantages et ses inconvénients, et c'est ce que je dis. Il y a des gens à qui ça plaira, il y a des gens à qui ça ne plaira pas. Je ne veux ni réjouir personne, ni empoisonner qui que ce soit, n'est-ce pas? Je comprends parfaitement. Tu as dit qu'on t'a mis à la retraite auparavant, c'est-à-dire on t'a mis à la retraite de façon anticipée. Oui, pourquoi t'ont-ils mis à la retraite? Moi, on m'a mis à la retraite. Parce que j'ai passé un certain temps à dénoncer certaines irrégularités qui se produisent dans la police nationale, et ils ont commencé à me lancer des procédures disciplinaires de toutes sortes, jusqu'à ce qu'ils me mettent de côté. En gros, D'accord, David, raconte-nous l'histoire de ce livre. eh bien, l'histoire commence à l'École nationale de police, à Avila. Quand tu arrives, qu'est-ce que tu vis? Les bons et mauvais professeurs? Eh bien, tu entres dans un corps où tu es censé défendre et protéger les droits et les libertés des citoyens. Et tu vois que ton domicile, c'est-à-dire ta chambre, est violé quand le chef de service d'Avila en a envie. Alors tu commences déjà à voir les zones d'ombre qu'il y a dans la police nationale. Tu vois que par exemple, celui qui était à l'époque directeur de l'école, eh bien son fils travaillait là-bas en tant que contractuel. Tu commences à voir qu'au service du restaurant ou dans le réfectoire de l'école nationale de police, il y a des rumeurs. Les gens peuvent le voir, il y a de la corruption, il y a des menus avec des cafards, il y a des choses qui sont carrément dégoûtantes, mais qui sont cachées. Et tout cela parce que c'est lié au pouvoir politique, qui est le fléau de l'Espagne. Et je me fiche que la fosse soit bleue, rouge, verte, jaune, violette ou de n'importe quelle couleur. Développe-moi un peu l'idée qu'il y a une corrélation directe avec les mauvais traitements subis à l'intérieur de l'académie. Concernant par exemple les menus que tu as mentionnés et le pouvoir politique, je ne comprends pas très bien cela. Eh bien, parce que le restaurant ou le service de restauration de l'École nationale de police était lié à un ancien ministre. Donc autour de toute l'administration, il y a des affaires. Voici un exemple frappant. Tous les anciens présidents du gouvernement possèdent des millions d'euros. Comment l'expliquer? Un président du gouvernement ne gagne pas 90 000 euros par an. Ah, je ne comprends pas. Jota? Ou comment se fait-il que le Campechano Ier d'Espagne, d'après ce qu'on dit, ait 2 milliards d'euros? Je ne comprends pas comment c'est possible. Qui est-ce qui est le Campechano Ier d'Espagne? Juan Carlos? Le roi l'émérite? D'accord, alors, pourquoi? Y a-t-il un intérêt politique à fournir un mauvais service? Plus le service est mauvais, plus mon portefeuille souffre. C'est simple. C'est-à-dire que ce n'était pas pour plaisanter ou embêter? Non, pas du tout. C'était simplement De la négligence? négligence, bien sûr, pour augmenter la performance. Alors, je te dis que j'ai été là, à passer le plateau comme tout le monde, et j'ai demandé « C'est quelle viande, ça ?» Et la dame m'a gentiment répondu. J'espérais qu'elle me le dirait. Et rien. C'est-à-dire manger de la bouffe dégueulasse, de la vraie bouffe dégueulasse. Ensuite, les professeurs ont un autre menu, toute une série de privilèges. Ils vivent dans des pavillons à l'intérieur de l'école. Ils ne paient ni l'électricité, ni l'eau, ni rien, ni même le téléphone. Eh bien alors, je ne comprends pas, putain, je ne comprends pas. D'accord, David, donc c'était déjà l'une de tes premières expériences à ton arrivée. On va créer un fil conducteur. Raconte-moi, comment ton expérience continue-t-elle? Elle continue par un stage dans les districts de Tétouban, Salamanque et Saint-Martin. Et tu remarques certains voyous présents dans la police nationale. Je vais te donner un exemple. Il y avait un policier national qui se consacrait à aller de... Pathétique, programme Police 2000. De Cotino, qui était le directeur général de la police à l'époque, eh bien, il parcourait toutes les villes de Serrano. S'il s'agissait d'une pâtisserie, il prenait une petite douceur, sinon il demandait quelque chose dans le magasin. C'est-à-dire, dégoûtant, je suis resté à la porte. J'étais en stage et je suis resté à la porte pour ne pas... Eh bien, pour ne rien faire d'autre. Je vais rester là. Tu sais, c'est typique de... Film américain où le policier est... Un gendarme et il s'en sort? Oui, une Jetta, c'est une Jetta. Regarde si c'est une Jetta, on a eu un accident avec la voiture et il a dit que c'était moi qui conduisais. Quand?
jamais avec un stagiaire. Dès qu'il y a un problème entre un vétéran et un stagiaire, c'est toujours le vétéran. À chaque demande de négligence inexcusable, il affirme conduire pour protéger le stagiaire. Ensuite, évidemment, tu vois des policiers qui sont des professionnels hors pair, et ce sont eux qui te motivent, disons, à t'améliorer dans le métier, à devenir un professionnel. Parce que moi non plus, je n'aime pas les gens qui sont vocationnels, parce que je comprends que la vocation, intrinsèquement, veut dire que je suis meilleur que les autres. Parce que je suis policier par vocation, suis-je meilleur qu'un boulanger ou un éboueur? En fin de compte, un policier nettoie la bilatrouille, ramassant simplement la saleté, rien de plus. Alors, ce genre de personne, c'est toujours celle dont tu essaies d'être une éponge. Je vais te donner un exemple, moi, pendant mon stage. 1. Le chef des gardes du corps de celui qui est ensuite devenu président du gouvernement Al-Nar, il n'était pas encore président du gouvernement Al-Nar. Il m'a dit que lorsque je prêterais serment, si je voulais partir avec lui, et je lui ai dit non. Et je te dis pourquoi? Un garde du corps ignore la police. C'est juste une bonne armée d'un pistolet. Autrement dit, à la maison royale, s'ils gouvernent. Ils assurent la protection, mais n'ont aucune connaissance en législation pénale ou autre domaine. Des collègues m'ont dit qu'en promotion, ils ne savent même pas utiliser les applications policières. Moi, je préférais apprendre plutôt qu'occuper un bon poste. Et puis, j'ai prêté serment, et 3 mois après avoir prêté serment, j'ai eu une fusillade. À l'entrée d'une discothèque à Madrid, il y a eu une altercation. Un homme a sorti un pistolet comme Harry Salo, a tiré 2 fois sur le videur et l'a tué devant nous. Je lui ai alors tiré dessus et l'ai tué. Évidemment, société armée. Voyons. Oui, comment c'est? T'es En train de dire qu'il y a eu une fusillade dans une discothèque à Madrid. Dans quelle boîte de nuit? Oui, la VO, celle qui est à Chamartin. Et donc, nous étions avec un gars de Tolède qui avait un petit faible. D'une cire-là pour un dominicain, comment? D'une cire-là, un vol commis avec une arme blanche. On lui a dit « Monte avec nous dans la voiture et voyons si on trouve l'auteur du vol, non ?» On l'a croisé, on a entendu un pas et il a demandé « C'était un coup de feu ou un atterrissage ?» Et donc, on est arrivé au service. Oui, en civil, je te dis, dans une voiture banalisée. On est arrivé, un type avec un énorme Smith et Wesson a tiré 2 fois devant nous et l'a tué. C'était un type, plus grand que moi. Il devait faire, 1,85 m ou 90 et il devait peser 100 kg. Il est tombé comme un sac de pommes de terre. Alors je monte là-haut où il y a une bagarre, et moi, j'ai tiré sur l'agresseur et je l'ai tué. Évidemment, peu d'après, tu dois être inculpé d'homicide, parce qu'il y a beaucoup de policiers qui ont beaucoup de peur. C'est que la loi dit que celui qui tue une autre personne doit être poursuivi pour homicide. C'est-à-dire, je dois passer par un procès. En tant que policier, je ne peux pas agir comme aux États-Unis, où l'on tue sans procès pénal. Là où je veux en venir. C'était une excellente intervention, la plus fière de ma carrière. Les survivants. Parce qu'il y avait plus de personnes. Ils m'ont envoyé une lettre que j'ai encadrée chez moi dans laquelle ils disent textuellement « Nous vous devons la vie ». Donc, c'est une chose de plus que ce soit au début du service.